Bon, chers amis du potager du paresseux, mon speaker, celui qui speak, d'habitude, est en congé. Voilà, je ne sais pas où il est parti, il est sans doute en train de faire le con quelque part à Ibiza avec des jeunes, il va me ramener le Covid, mais bon. Donc je vais faire les annonces moi-même. Comme ça, ce sera bien fait au moins. Alors, première annonce qui fait référence au film que j'avais fait sur les guêpes et où, de façon un peu raccourcie, j'affirmais que les guêpes sont carnivores. Sans doute me suis-je un peu trompé. Alors j'ai relu ce que dit Vincent Albouy, là, qui est un peu ma référence, mais ce n'est pas si précis que ça sur cette question. Donc il semblerait bien que ces guêpes se nourrissent, enfin récoltent ou ramassent de la viande, donc des chenilles, viennent chaparder des morceaux de viande dans nos assiettes, etc., pour nourrir les larves. Ça, c'est clair. Hein. Les adultes alimentent les larves confinées dans les cellules du nid, dit Albouy, et donc il note qu'il collecte ou il capture ainsi des mouches, des chenilles, etc. Par ailleurs, à un autre endroit, il indique que les adultes butinent les fleurs, donc à l'état adulte. Donc la guêpe adulte butine des fleurs, préfère les ombellifères. On sait aussi que les guêpes, à certains moments, creusent les fruits pour trouver du sucre et puis se précipitent sur les bâtons de glace, etc. de nos enfants, sur les boissons sucrées de nos enfants. Donc, j'ai été un peu simpliste. A priori, les guêpes soit mangent de la viande et mangent du sucré et du nectar, soit se nourrissent de sucre et de nectar et ramassent de la viande pour nourrir les larves. Quoi qu'il en soit, leur rôle dans le potager en tant que nettoyeur essentiellement de chenilles, est indiscutable, indiscuté, et c'est ça qui était le contenu de mon message. Alors, puisque j'y suis, j'ai filmé tout à l'heure des guêpes en train de nettoyer des os que je leur avais mis à disposition et je vais insérer ces quelques images ici pour encore une fois, avec toujours le bémol, attention les enfants, ce que je fais, ne le faites pas faire à des enfants, en tout cas à des petits-enfants, donc vous ne contrôlez pas les gestes, mais sinon se confirme au fur et à mesure que je cohabite avec elles et que je mange avec elles, l'aspect tout à fait inoffensif de ces guêpes aux conditions que j'indique. Alors, peut-on trinquer avec des guêpes? Voilà une question que beaucoup de gens se posent. Alors, si vous avez des petits-enfants, bien entendu, ne faites pas ce que je fais là, mais si vous êtes adulte et maître de vos gestes, vous voyez que vous pouvez tout à fait tranquillement vous installer à quelques centimètres de ces guêpes qui sont en train de nettoyer ces deux os de poulet. Mais alors, nettoyer de chez nettoyer, quoi. Il n'y aura pas le moindre bout de viande ou le moindre bout de cartilage qui restera. Tout sera découpé, emporté ailleurs. Et vous voyez qu'une fois qu'elles sont occupées, et à condition de ce que je vous ai dit dans une vidéo sur les guêpes, de ne pas faire de gestes brusques,
Et là, quand je fais attention, quand elle s'approche de ma bouche, je ferme la bouche et j'arrête de respirer pour ne pas en inspirer une tout à fait accidentellement, hein, parce qu'elle passe à côté, là, sa trajectoire frôle ma bouche, et si à ce moment-là j'inspire, évidemment je risque d'inspirer cette guêpe qui, se sentant menacée dans l'arrière de ma gorge, va me piquer, et c'est une urgence médicale absolue. En dehors de ça, et en dehors de gestes violents, hein, agités, une cohabitation avec les guêpes est tout à fait possible. Alors bien sûr, si je mangeais là ce même poulet dans mon assiette, elles viendraient tenter leur chance, et il faudrait encore que je fasse gaffe qu'elles ne soient pas sur un morceau que j'avale. Mais là, c'est vraiment l'excitation, hein, temps caniculaire, et malgré tout, vous voyez que je suis tout à fait serein. Avant hier, j'avais pas la caméra, et juste à titre de curiosité, j'ai observé les guêpes pour voir comment elles vivent, comment elles détachent ces morceaux, etc. Et il y en a une qui s'est posée sur ma main, une autre qui s'est posée sur le pourtour de ma bouche. Peut-être qu'il y avait un tout petit morceau de viande que je ne voyais pas. Elle est venue le chercher, je n'ai pas bronché, et elle est repartie sans me piquer. Posez-vous la question, pourquoi une de ces guêpes vous piquerait alors que vous ne lui faites aucun mal? Par contre, là, il y en a beaucoup, et j'ai l'impression qu'il y a deux essaims de deux, je sais pas, deux tribus différentes, parce que ça fait 2 fois que je vois des guêpes qui se bagarrent. Ce que je n'avais pas observé hier, mais il y en avait beaucoup, beaucoup moins. C'est un tout petit peu, pousse-toi de là, c'est ma place. Donc voilà, j'espère, donc je le redis, hormis présence d'enfants, donc vous aurez du mal à contrôler les gestes, encore que s'ils sont assez grands pour porter un masque, vous leur mettez un masque pour pas qu'ils les inspirent, et c'est tout à fait passionnant à observer. 2 morceaux d'os, ou vous pouvez mettre un morceau de jambon, hein, ou un morceau de truite fumée, pour faire des observations très 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 intéressantes. Allez, alors doucement, pas de gestes brusques, je vais trinquer à leur santé. Là, il y en a une là qui tourne autour de ma main, vous l'avez vu. Elle cherche juste à repérer. Hein. Donc elle fait la cartographie du lieu parce que cette main, elle est nouvelle à cet endroit. Et donc elle fait le tour, elle sent. Éventuellement, elle se pose. Vous ne bougez pas et il ne se passera rien. Rien du tout. Alors, le deuxième point est un rectificatif. Là, c'est net. Je ne connaissais pas. Ça concerne donc la récolte de l'ail. Et le constat et, on va dire, les élucubrations que j'avais faites à propos de l'ail rose de Lautrec. J'ignorais que cet ail fait, même dans sa région d'origine, ses inflorescences, et que donc là-bas, un des travaux liés à la culture de cet ail consiste à couper ces inflorescences pour qu'elles ne prennent pas trop d'énergie. Comme je vous l'indiquais, tout ce qui va dans cette hampe, toute la biomasse issue de la photosynthèse qui est mobilisée pour construire ça, ne sera pas dans les gousses d'ail.
et par conséquent va diminuer la productivité. Et donc on castre cette ail lorsqu'on ne veut pas récolter les petits bulbilles pour la multiplication de l'ail. Et j'ignorais ça, et donc c'est très clair dans le cahier des charges, puisque c'est une appellation d'origine ou un label rouge, enfin c'est quelque chose qui est défini. Mes excuses, j'avais jamais vu, jamais séjourné dans la zone où se cultive cette ail rose de Lautrec, et je saurais que quoi que je fasse, il forme ces rampes qu'il faut très tôt couper. Voilà, ce n'était pas une histoire de vénalisation qui par ailleurs peut se produire sur certaines variétés si l'ail est trop avancé et trop sensible au froid, et à ce moment-là, ce coup de froid peut initier des inflorescences. Sans doute, c'est encore plus marqué sur les oignons. Les oignons, les plants d'oignons, pas les petits bulbis, mais les plants d'oignons, quand ils sont suffisamment développés, comme je l'avais indiqué, déclenchent quasi automatiquement une montée en graines. Là, ce sont bien des graines et non pas des bulbilles. Et là, ça peut être un problème quand on est trop en avance ou qu'il y a des périodes de froid très tardives. Voilà donc sur cette deuxième correction. Passage, ceux qui de temps en temps ont tendance à penser que j'ai des connaissances comme ça illimitées, ben voilà deux bels exemples d'ignorance. Mais bon, à 67 ans, je peux encore apprendre des choses. Hein. Mon cerveau enregistre, des fois il oublie aussi, hein, mais enregistre encore. Et vous aussi, hein, vous pouvez en apprendre tous les jours. C'est d'ailleurs sans doute la meilleure façon de rester jeune. Alors, troisième annonce avant de passer à la vidéo qui vient, j'ai encore une fois eu un problème de son, et donc je vais être à un moment donné obligé de commenter pas très longtemps, hein, pendant quelques dizaines de secondes, peut-être une minute, de commenter des images en voix off. Je vais le faire et rajouter ce son. Ne décrochez pas, tout redevient normal par la suite. Je ne sais pas ce qui se passe de temps en temps dans ces boîtiers. De temps en temps, je rêve d'avoir du matériel pro, vraiment béton. Si je vieillis encore longtemps, peut-être que je me paierai un jour du matériel professionnel, mais c'est hors de prix, quoi. Les deux boîtiers que j'ai là, c'est une centaine d'euros. Quand vous passez dans les marques professionnelles, ça va chiffrer du côté du millier d'euros. Donc c'est vrai qu'on hésite. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, je pensais en faire quelques-unes. Aujourd'hui, je ne sais plus où je m'arrêterai. Bon, on va passer sur cette histoire de tomates et de tutorage de tomates. Un autre sujet sur lequel je voulais vous montrer, hein, ce qui se passe chez moi. Une fois encore, ce que je raconte dans mes vidéos est essentiellement basé sur ce que j'observe dans mon potager. Alors, bien entendu, je greffe dessus des connaissances généralement scientifiques et avérées, donc étayées par des expériences, mais la base, c'est d'abord les observations, et par conséquent, tout ce que je dis, absolument tout, n'est strictement valable que dans les conditions où je le dis, c'est-à-dire mon potager. Ailleurs, vous pouvez picorer, prendre, remettre en cause, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas mon potager et vous ne faites pas rigoureusement comme moi, et je ne vous invite pas à me copier, je vous invite à réfléchir. C'est pour ça que
je désespère certains en baratinant beaucoup, ce qu'ils pensent être du baratin parce qu'ils veulent juste un petit ordre, ils veulent rester un mouton, qu'on leur dise, voilà, il est tel jour, la lune est comme ça, tu repiques ici, tu enfonces ta tige, tu mets le truc, tu arroses, 20 centilitres d'eau, pas plus, pas moins, etc. Ce n'est pas ma vision des vidéos et de ma présence sur YouTube. Le jour où je ferai ça, je ne serai plus là. Voilà, on passe à la suite. 7 août 2020, je ne sais pas quand c'est que j'aurai l'occasion de faire une synthèse sur la problématique du mildiou, enfin d'en refaire une, il y en a déjà une à propos du tunnel que j'ai appelé tunnel anti-mildiou, mais une des questions qui revient sans cesse et qui donne lieu à ces débats stériles des pour ou contre, ces fameux raisonnements par 0, 1, j'ai raison donc tu as tort puisque tu fais le contraire, ou il a tort puisque j'ai raison. Aucune nuance, comme si la vérité ou comme si le fonctionnement d'un système vivant tel qu'un potager était quelque chose de simple, de mathématique, de binaire, d'informatique. Fait chaud ou il fait froid. En somme, moins 20 ou plus 40, il n'y a jamais de température entre les deux. Tout le monde a compris que ça ne correspond pas à la réalité. Il peut faire moins 20 ici en Alsace, ça arrive, ce n'est pas tous les jours. Il peut faire plus 40, ça arrive, plus souvent, et très souvent, on est dans une même journée, dans une même semaine, dans un même mois, entre tout ça. Donc ce n'est pas zéro, rien, tout. Tous ceux qui raisonnent comme ça, oubliez-les, ils raisonnent de travers lorsqu'ils parlent de choses vivantes qui sont complexes. Donc le mildiou. Vous trouverez des vidéos absolument radicales vous expliquant que tailler les tomates et les tutorer, que ce soit sur un piquet ici parce que je suis en dehors du tunnel, ce sont des tomates témoins, ou sur des ficelles dans le tunnel, c'est absolument inutile. Couper les gourmands, ça va faire des portes d'entrée pour les spores de mildiou, et que la meilleure façon, c'est de laisser traîner. Je pense qu'il y a des endroits où ça marche. Quand on est dans une zone où il y a très peu de condensation, quand on est dans une zone où il y a énormément de soleil, tout simplement, il n'y a pas de pression, ce qu'on appelle une pression d'une maladie, c'est-à-dire la maladie, elle est là partout, elle profite de la moindre faiblesse, des gouttelettes d'eau qui stagnent, de la condensation qui se forme. On n'a pas de pression de mildiou, et en gros, on peut faire n'importe quoi, on aura peu de mildiou. Ou on aura du mildiou une année sur 10, ce qui fait que 9 années sur 10, on pourra clamer haut et fort, tailler les trucs, les tutorer, c'est une connerie. On revient chez moi, entouré de forêts, cuvettes, condensation, pas ce matin, mais encore avant-hier matin. Donc, pourquoi ça condense ici? Mais tout simplement parce qu'autour de moi, il y a des hectares, des centaines, des milliers d'hectares de forêt. Donc, chaque arbre évapore des centaines de litres, et lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, lorsque le ciel est très clair, il se forme ce qui s'appelle la rosée. Alors, un petit point sur la rosée, qui est quelque chose que souvent on appréhende très mal. Et lié à ça, quelque chose qui s'appelle l'hygrométrie ou l'humidité relative. Alors, pour bien piger cela, il faut d'abord savoir qu'à une certaine température, l'air peut contenir au maximum, donc quand il est saturé, une certaine quantité d'eau. Cette quantité augmente. L'air froid saturé renferme peu d'eau. L'air chaud saturé, donc quand il est à maximum de ce qu'il peut contenir, contient beaucoup
d'eau. C'est des conditions tropicales. Donc quand l'air est saturé, en fait, nous, animaux, nous hommes, nous le ressentons par le fait que la sueur qui se forme pour rafraîchir notre corps ne s'évapore plus. On le remarque aussi quand on sort une bouteille fraîche, l'eau se met à dégouliner sur cette bouteille. L'humidité relative, donc quand on dit combien à l'instant, 35,5%, 26% dehors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment, l'air dehors, là où se trouve ma station météo, dont les données sont transmises là sur ce boîtier, renferme une quantité d'eau correspondant à 26% de ce qu'il pourrait contenir. C'est peu. C'est peu parce que la température est très élevée et que la végétation globalement étant sèche lutte contre la transpiration et donc dans ces conditions-là, la quantité d'eau qui va être présente dans l'air en l'absence de mer, de très gros lacs, etc., est nettement inférieure à ce que cela devrait être. C'est très souvent 55, 60, voilà une humidité relative assez fréquente chez nous. Et alors ça a une conséquence sur la demande d'eau qu'exerce le climat sur les végétaux. Là, les végétaux sont en très grande souffrance parce que, en gros, le climat leur demande de remplir ces 74% d'eau qui manque. En gros, il aimerait être saturé. L'air aimerait être saturé et donc il pompe, notamment donc par évaporation, lac, cours d'eau, mer, etc., et par transpiration des végétaux. Ce n'est pas le sujet. Donc l'air renferme une quantité d'eau variable qui diminue fortement avec la température. Et donc intervient, et je vous insérerai cette courbe, intervient une notion qu'on appelle le point de rosée. C'est quoi cette histoire? C'est très simple. Donc si je prends mon air, on va dire, qui à 17 heures, alors on ne va pas prendre les temps caniculaires qu'on a aujourd'hui, mais fait, on va prendre une donnée moyenne, 30 degrés, et qui a, à ce moment-là, on va dire 45% d'humidité relative. Donc il contient 45% de l'humidité qu'il pourrait contenir, au maximum. Lorsque le ciel est clair, ce que j'évoquais, lorsque il n'y a pas de vent, donc l'air n'est pas brassé, n'est pas turbulent, la température de l'air, surtout au niveau du sol, va diminuer progressivement parce que les calories partent dans l'univers. Il n'y a pas une couverture nuageuse, comme on dit, et donc ça dégage, et l'atmosphère se refroidit. La quantité d'eau, si l'air ne bouge pas, s'il n'y a pas de vent, la quantité d'eau présente ne bouge pas. L'eau ne va pas disparaître. Mais la quantité maximum d'eau que l'air peut renfermer, elle diminue puisque ça diminue fortement avec la température. Arrive un moment où il y a plus d'eau que l'air ne peut en contenir. Et ce point, cette température à laquelle, pour une humidité donnée, l'air va être saturé, s'appelle le point de rosée. Et si la température continue de descendre, l'eau va sortir de l'air en quelque sorte pour se déposer sous forme de gouttelettes.
Oui, j'ai oublié de dire que cette eau-là qui est présente en ce moment est sous forme de vapeur qui ne se voit pas. J'ai complètement oublié. Mais bon, vous reviendrez au début. Donc l'air renferme de l'eau sous forme de vapeur invisible en quantité plus ou moins importante. Et donc le point de rosée est une donnée très importante. Et alors ma station le calcule, c'est le tracé vert que vous voyez sur le graphique que j'insère. Tracé vert qui donne donc cette température à partir de laquelle les condensations vont se former. Le tracé rouge, lui, c'est la température météorologique à peu près 2 mètres de haut. Et donc, quand ces deux courbes se rencontrent, ça veut dire que la température nocturne a tellement baissé que l'eau commence à se condenser. La réalité, en fait, c'est que pour moi, ça se passe au niveau du sol et que la courbe rouge est bien plus basse et à l'inverse, la courbe verte est bien plus haute. Parce que là, c'est mesuré à 2 mètres de haut et pas du tout dans les conditions au ras du sol. Deuxième chose, les feuilles, dont je vous ai expliqué dans la vidéo sur les tomates, qu'elles se rafraîchissent par l'évaporation, sont plus froides que l'atmosphère. Et par conséquent, chaque fois que sur ces graphiques, la courbe rouge et la courbe verte se rapprochent, je sais que chez moi, sur les feuilles, il va y avoir, et sur l'herbe, par terre, il va y avoir des condensations, des gouttelettes d'eau qui se forment. C'est le trop d'eau, la vapeur d'eau que l'air ne peut plus contenir parce que sa température a chuté. Et ça, c'est donc d'autant plus important que le ciel est clair, que l'atmosphère est limpide et qu'il n'y a pas de brassage de l'air par du vent. Voilà. Et dans ces conditions-là, cette rosée va se déposer sur les feuilles et enclencher les cycles de mildiou. Et c'est donc ce que nous allons voir dans ce qui suit. Rosée qui, si elle se forme tôt le soir, on va dire vers 10h, 11h, minuit, et si elle disparaît tard le matin, on va dire 8h, 9h, parce que le soleil se lève très tard au-dessus de ma forêt là-haut, il y a des gouttelettes d'eau qui vont déclencher les cycles du mildiou. Et donc, je profite là du fait que je suis en retard. J'ai planté ce piquet hier, j'ai commencé à attacher et je me suis dit, Didier, il faut que tu montres quelque chose parce que j'ai là la preuve que dans mes conditions, celles que je viens d'énumérer, laisser les tomates sans les tutorer et éventuellement, c'est moins grave, sans les tailler, est suicidaire. Ce pied-là, cette branche-là, je l'ai relevée hier et on va regarder de près. Alors avant de monter le reste, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Absolument toutes les feuilles du bas qui étaient donc dans, on va dire, comme celui-là, 15-20 cm au-dessus du sol, comme ces branches-là, toutes ces feuilles, absolument toutes, jusque-là, celle-là est à moitié, sont cramées, comme on dit, par le mildiou. Au niveau du sol, condensation, pression de mildiou, et ça y est. Alors je ne sais pas quelle variété c'est. Non, je ne suis pas capable de l'identifier comme ça à son allure et je ne sais pas si je retrouve l'étiquette. Si je la trouve, je vous incruste son nom. C'est une variété un peu plus sensible que d'autres parce qu'il y en a d'autres qui sont moins attaquées. Celle-là, par exemple, derrière moi, qui est pourtant une cœur de bœuf, qui n'est pas une championne de la résistance, mais qui est montée, elle, depuis, je ne sais pas, 2-3 semaines. Hein. Donc, il y a bien des petites taches de mildiou en bas, mais tout le reste est sain. Même chose sur ce pied qui est devant,
petite tache de mildiou en bas et tout le reste est sain. Je précise, nous sommes là dans une parcelle dans laquelle je n'ai évidemment rien fait. Donc quand je dis rien fait, ça a été planté à la bêche parce que c'était du béton, dans une friche dans laquelle il y avait des mauvaises herbes qui se trouvent là-dessous, jamais à ce jour arrosé, jamais à ce jour fertilisé en aucune sorte, jamais à ce jour traité d'aucune sorte. Bien sûr, pas de sulfate de cuivre puisque je me l'interdis dans le potager, mais pas non plus des décoctions de toutes sortes. Et donc, ça permet de révéler cette agressivité du mildiou. Je pourrais donc laisser traîner par terre et traiter avec du mildiou, avec du cuivre, au risque d'empoisonner mon sol petit à petit par l'accumulation de ce cuivre, ou je peux monter, c'est ce que je vais faire là dès que j'aurai arrêté ma caméra. Donc voilà, ces branches que je vais essayer de démêler, pas trop cassées, et on retrouve toujours la même chose. Les feuilles du bas au contact avec le foin sont mortes, et celles où la tomate au bout relève la tête, donc qui sont plus écartées du foin, mais aussi plus jeunes, donc moins sensibles au mildiou, sont bien. Donc je vais remettre tout ça là en hauteur pour redonner de la vigueur. Et on peut voir une chose très très intéressante sur ce pied, c'est que quand on regarde ces feuilles là, je vais essayer de filmer ça en gros plan, bien que j'ai toujours du mal, ma caméra, dès que je vais en proximité, a du mal à ne pas... Donc cela veut dire que la feuille on verra qu'il y a un mécanisme à l'endroit où elle est attachée, l'abscission, mettre en place une coupure de sorte à se dessécher et à tomber. Et donc on voit bien cette zone de coupure se mettre en place. De la plante qui ne veut pas se laisser conquérir par le mildiou. Les tiges sont relativement saines à ce stade, donc on peut penser que ces réactions sont efficaces. Donc voilà pourquoi je tuteur les tomates ou je les attache dans les serres ou dans le tunnel, je les attache à des fils indispensables chez moi. Indispensable si je ne veux pas traiter, bien sûr, si j'utilise des pesticides chimiques. Et là, donc, c'est une variété, je ne sais pas ce que c'est, donc semi-sauvage, mais je vais vous filmer en haut une tomate venue spontanément qui est une tomate cerise qui en général sont plus sauvages, plus proches des variétés sauvages et par conséquent plus résistantes. Et on verra exactement la même chose. Le cœur, donc ce qui se trouve en bas dans le châssis, est déjà à ce stade, alors qu'elle commence à peine à produire, parce qu'elle est venue très très tard, une fois que j'avais enlevé tous les plants de mon châssis, elle commence à peine à produire, et déjà cramée, quoi. Donc c'est ce qui se passe ici, chez moi, si je ne fais rien. Je plante des tomates, je ne traite pas, je ne mets pas de tunnel, je ne tuteur pas. En gros, je ne récolte pas de tomates. Sauf année exceptionnelle. Alors avant d'abandonner ces tomates, donc plantées tard, j'ai oublié de le dire, c'était en fait des plants qui restaient. Et donc je ne savais pas trop où les mettre, donc on devait être en juin. Et puis finalement ici, cette parcelle un peu partie en friche, j'ai décidé de les planter là-dedans, advienne que pourra. On pourra toujours, d'une part, récolter quelques tomates, d'autre part, peut-être parmi ces plants, comme j'étiquette avec des numéros, y avait-il des spécimens particuliers, et puis toujours intéressant de faire des observations, on ne sait jamais, une révélation qui vient. Donc là, on est dans un sol qui n'a pas été couvert de foin avant l'apport de ce
ces tontes quelque part en juillet. Donc on était sous couvert vivant des plantes, dont il reste quelques-unes. Hein. Il y a là des plantains qui sortent, de temps en temps un trèfle qui pointe son nez, et cette euphorbe qui fait partie d'un essai pour savoir si effectivement l'euphorbe dite lathyris, dans le langage courant épurge, est efficace contre les rats aux pieds. Les indices ne sont pas très favorables. Il y a un pied là-bas qui est totalement flétri. Je suis persuadé que si je creuse en dessous, les rats aux pieds m'ont niaqué les racines et il y a un pied de forme épurge juste à côté. Mais je vais quand même installer cette euphorbe dans toute la zone ici à une densité relativement élevée. Vous voyez, il y a un pied ici, il y en a un là, il y en a un là, il y en a là-bas, il y en a un petit là. Et donc, pour voir si, avec une certaine densité, cela va dissuader mes rats aux pieds. Je dis bien, l'indice à ce jour n'est pas favorable. L'an dernier, malgré la présence de cette euphorbe, mes chicorées ont été quasiment totalement ravagées durant l'hiver. Et là, il y a déjà au moins 2 pieds de tomates qui baissent la tête, qui sont desséchés sur pied, signe sans doute que par en dessous, ils ont été niaqués. Non, si je me suis arrêté, c'est pour dire que ces réactions que j'ai essayé de vous filmer sur le pied là-bas que j'ai laissé traîner par terre, ces réactions de défense, et qu'on peut voir à peu près sur tous les pieds de tomates vers le bas. Voilà, ici par exemple une feuille qui avait été ravagée par le mildiou jauni, et donc dès que je touche, souvent, elle se détache parce que ce mécanisme d'abscission, donc cette coupure volontaire par la plante, s'est faite. Et si je m'arrête, c'est que je voudrais vous rappeler ce que j'ai raconté dans une vidéo lorsque j'ai planté ces tomates sous le tunnel, là, l'importance des mycorhizes. Alors j'en ai parlé par rapport à l'extraction de minéraux, l'extraction d'eau, qui vont faciliter le développement des plantes et leur résistance. Je rappelle, pieds de tomate, tous ceux que vous voyez là autour de moi, celui-là derrière qui n'est pas ridicule, celui-là, ceux-là, ils ne sont pas très brillants, mais n'ont pas encore été arrosés à ce jour. Donc, ils trouvent de l'eau dans un sol qui, comme vous pouvez le voir, est sec quand il est nu. Là-dessous, il est relativement sec aussi. Hein. Là, j'enfonce plus de doigts, fini, quoi. Hein. Donc, mais je reviendrai un jour sur cette question. Un sol qui paraît sec aux jardiniers, plantes et mycorhizes, y trouvent de l'eau. Non, donc les mycorhizes jouent un autre rôle qui est celui de communication. C'est le réseau téléphonique des plantes. Le pied là-bas qui est attaqué sérieusement, il va produire des tas de molécules pour lutter contre cette attaque de mildiou, mais aussi des molécules qui vont être des signaux pour les autres pieds de tomates, voire pour les autres plantes, qui partagent ces réseaux de mycorhizes. Je vous rappelle qu'il faut imaginer une énorme barbe à papa là, qui circule dans tout le sol, en tous les sens, dans toutes les microporosités. Et donc ces pieds de tomates ont sûrement reçu 5 sur 5 le message de l'autre pied là-bas leur disant « Je suis sévèrement attaqué, je lutte comme une bête, je suis en train de couper mes feuilles, ça m'embête parce que du coup la photosynthèse, je ne sais pas comment je vais nourrir mes fruits, mais… » Enfin, je raconte là une histoire, je n'aime pas raisonner à la place des plantes, mais c'est pour rendre tout ça un peu perceptible. En tout cas, c'est scientifiquement vérifié ce que je vous raconte là. Hein. Donc, ces molécules, ça s'appelle
entre autres des polypeptides d'information, on retrouve souvent dans la littérature sous l'acronyme PPI, et qui est en fait un langage commun entre les plantes, ou entre les plantes d'une même famille, au moins, qui leur disent, voilà, j'ai une attaque, armez-vous. Et donc, des pieds qui sont sains sont déjà en train de réagir comme s'ils étaient attaqués, ce qui va compliquer l'installation du mildiou sur ces pieds encore sains. Ça a une seule condition, c'est que je ne détruise pas ce réseau, ce qui veut dire deux choses très simples. Je renonce à tout travail du sol qui déchirerait ce réseau d'information, qui serait un peu comme si, on va parler d'un réseau téléphonique filaire, comme si j'arrivais et j'arrachais tous les fils partout, et puis après, vous seriez là, allô, allô les pompiers, ma maison brûle. Ah oui, mais le fil a été coupé par l'autre ahuri qui est passé, qui a décidé que c'était bien d'arracher tous les fils parce que ces fils, ça faisait désordre. Donc, première chose, renoncer au travail du sol. Deuxième chose qui est de renoncer à l'utilisation de fongicides et celui que je nomme tout le temps, le cuivre, le sulfate de cuivre, qui est un fongicide, donc quelque chose qui va lutter contre les champignons, les bons ou les mauvais, c'est la bombe atomique des champignons. Donc je lutte bien sûr contre le mildiou, mais je tue le mycorhize, justement celui qui va faire la jonction entre mon pied malade et celui-là. Et donc, évidemment, comme j'ai lutté cette année, l'année prochaine, le message ne passe plus parce que les mycorhizes sont flagada, et donc je vais être obligé d'augmenter la dose. Et donc, je tue encore mieux les mycorhizes, et comprenez bien que c'est une spirale descendante. Voilà. Il y a d'autres façons de favoriser ces mycorhizes, c'est notamment de laisser le plantain, je vais en arracher un pour vous le montrer, mais si de ci, de là, vous trouvez du plantain, c'est que ce plantain est une plante très mycorhizée, donc qui entretient un réseau très dense de mycorhizes, et cette mauvaise herbe, donc je vais la laisser, elle va passer l'hiver, parce que donc ces champignons mycorhiziens ne savent pas se nourrir eux-mêmes, ce sont des hétérotrophes exactement comme l'homme. Donc vous, sans légumes, sans stock de céréales, de pommes de terre, etc., vous ne passeriez pas l'hiver. Les champignons mycorhiziens dans le sol, même chose. Il faut des plantes. Alors ils peuvent former des spores pour résister et repartir au printemps. Mais moi, je préfère les entretenir pour qu'ils soient très tôt au printemps en pleine forme. Et je vais arrêter parce que la sueur me brûle les yeux. Et donc je dois faire des grimaces. Je vais essayer de faire un sourire. Et voilà donc ici ce châssis donc, qui a servi à la production de mes plants au printemps, couvert donc de vitres à l'époque. Et puis les deux vagues de plants produits ont poussé ici quelques pieds de tomates, essentiellement, mais je vois qu'il y en a une autre, contrairement à ce que j'ai dit en bas, essentiellement des tomates cerises qui reviennent ici année après année. Donc c'est au moins à cet endroit la troisième génération spontanée de tomates cerises. Alors pour les tenants de la théorie comme quoi il suffit d'exposer les tomates à du mildiou pour qu'ils apprennent, et pour les tenants de il n'y a qu'à laisser les tomates en vrac, tout se passera bien, là, il y a une évidence, comme pour le pied que je vous ai montré, les feuilles sont gravement abîmées par le mildiou. Donc ici, par exemple, deux feuilles totalement mortes. Qu'est-ce que je dis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles totalement mortes. Celui-là qui est sur le dessus, cette partie-là, ça va.
et en dessous, les feuilles sont mortes. Celui-là qui est couché ici, c'est vautré sur tout le reste, des feuilles qui étaient par terre, parce il a été couché comme ça pour pouvoir tondre l'allée, des feuilles totalement cramées par le mildiou. Aucune discussion possible chez moi, et je reprécise que ce que je dis là, vous en faites ce que vous voulez, vous n'avez probablement pas les mêmes conditions que moi. Chez moi, cette façon de faire est tout simplement suicidaire. Suicidaire, là je vais récolter, mais dès que les plis vont revenir, cette forme de mildiou peut prendre une tournure flamboyante. Il m'est arrivé d'observer en moins d'une semaine le désastre complet, c'est-à-dire toutes les feuilles qui sont cramées par le mildiou. Un peu, ça fait absolument l'effet d'un lance-flamme, comme si quelqu'un était passé avec un lance-flamme, et il ne reste plus rien. Des fois, 6 semaines après, il y a des à l'aisselle des feuilles. La plante ne meurt pas si vite, mais évidemment, 6 semaines de retard, on est fin septembre, la première gelée passe par là, et c'est fini. Voilà donc, vous faites ce que vous voulez, je crois que c'est une petite vidéo, encore que si je mets bout à bout, il y en aura peut-être bien 20 minutes ou une demi-heure. Je vais peut-être la monter en l'état. Si c'est le cas, ciao et à une prochaine. Allez, une fois de plus, c'est plus long que je ne l'avais prévu et on est parti sur des choses dont j'espère qu'elles ont intéressé la majorité d'entre vous, et puis les autres, ils vont dire que c'est trop long, mais je suis habitué. Je pense plus que je vais répondre à ce truc-là. Les gens vont finir par se lasser. Conclusion, vous avez compris, peut-être pas été assez clair, que l'objectif, donc dans mon cas, pression de mildiou, risque de condensation très importante du fait de cet environnement et du fait de ce climat continental avec des variations très très violentes de température, ce qu'on appelle l'amplitude diurne, donc la différence entre le maximum et le minimum qui peut être très élevé, avec donc risque d'enclenchement de condensation. Si je me fixe comme objectif de ne pas traiter, la situation est ardue. Elle est ardue et elle m'impose de dégager les tomates du sol parce que c'est par là que le mildiou va s'installer par les feuilles du bas. Par les feuilles du bas, essentiellement par ces phénomènes de condensation, donc de présence permanente de gouttelettes d'eau. Et donc j'ai pris l'option qui consiste à faire monter ces tomates. Lorsque les pieds sont plus développés que ceux de cette parcelle, je monte sur 3, sur 4, sur 5, comme on a pu le voir dans la serre, branches différentes. Au passage, je précise qu'en fait, ces branches sont des gourmands, les gourmands apparus tout en bas sur la tige principale que je maintiens. Et puis les premiers gourmands, j'en fais des branches dans chacune des directions. Quelqu'un m'a posé la question. Et donc, gourmand ou branche donc, que j'écarte avec l'idée que même lorsqu'il n'y a quasiment pas de vent, il y a quand même l'air qui bouge un tout petit peu sur ce versant et que l'eau que ces pieds de tomates évaporent et qui stagnerait au milieu d'une végétation dense pourra s'écouler en quelque sorte, s'évacuer si ma végétation est moins dense. Donc ça, c'est un des angles d'attaque extrêmement important et voilà la raison pour laquelle, pour parler très grossièrement, je me fais chier
à tutorer, à monter tout ça sur des ficelles. Deuxième angle d'attaque, je l'ai évoqué, c'est la question de communication entre les pieds via les mycorhizes, donc favoriser les mycorhizes pour 36 bonnes raisons, ce qui m'a conduit au non-travail du sol absolu, hein, et qui va aussi donc favoriser la communication entre des pieds qui auraient été atteints et d'autres qui ne le seraient pas encore. Et comme vous avez pu le constater, de façon quasi systématique, mes pieds de tomates réagissent en coupant les feuilles cramées sans que nécessairement le mildiou se communique aux tiges. À ce stade-là, quasiment toutes mes tiges sont saines, alors que pratiquement tous mes pieds de tomates ont des feuilles, au moins les feuilles basses, qui sont cramées. Ça peut évoluer, mais c'est aussi lié à cette aération et au fait que les tiges ne soient pas prises dans une densité d'humidité trop importante. Alors, au passage, vous pouvez apprécier votre situation. Il est évident qu'un certain nombre parmi vous seront dans des situations où les condensations sont des menaces. Je pense à tous ceux qui jardinent dans des clairières situées dans des forêts. Je pense à tous ceux qui jardinent sur les berges de grands étangs. Je pense à tous ceux qui jardinent dans le fond d'une vallée dans laquelle le soleil ne rentre que relativement tard dans la journée et où coule un cours d'eau qui va automatiquement humidifier l'atmosphère, surtout si sur ces versants il y a des forêts. Donc, dans ces conditions-là, vous serez sans doute amené à une conduite de vos pieds adaptés dès lors que vous souhaitez renoncer au sulfate de cuivre. J'évoque un tout petit peu les décoctions, etc. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Personnellement, je n'en fais pas. Je suis trop paresseux, c'est une question de paresse d'organisation, d'être pris ailleurs. Un certain nombre de produits ont un effet de ce qu'on appelle stimulateur de défense naturelle ou une action déliciteur tout à fait avérée. Simplement, beaucoup de sites Internet vous font croire que c'est une solution radicale, alors que c'est quelque chose qui aide un peu vos tomates, qui n'est en aucun cas une de ces bombes atomiques qui contrôle le mildiou. Ce n'est même pas une bombinette. C'est un petit pétard qui peut aider à faire fuir le mildiou. Voilà ce que sont ces préparations. Toutes les recherches là-dessus sont toutes les recherches conduites en conditions rigoureuses, avec protocole, avec répétition, avec traitement statistique, etc., sont absolument formelles. Il y a des réductions. Les chiffres peuvent même être impressionnants. Moins 25% de mildiou. Alors on dit, putain, moins 25%, parce qu'on pense 25% en bourse ou 25% sur son compte en banque, c'est beaucoup. Mais moins 25%, ça veut dire qu'il reste 75% de mildiou sur vos pieds de tomates, et que donc, vous, quand vous descendrez dans votre jardin, vous verrez ces 75% et vous en déduirez que le produit ne marche pas. Le problème, c'est qu'on s'est habitué avec les fongicides ou avec les pesticides de synthèse à manipuler tous les jours des bombes atomiques qui, de façon radicale, résolvaient les problèmes. Donc on traitait, le pied tomate était bleu de mai jusqu'en octobre, mais il n'y avait pas de mildiou, c'est-à-dire que ce n'était pas une réduction de 100%,
Quand on réduit de 100%, il en reste la moitié. Mais c'était une suppression du milieu. Ça, vous ne l'aurez pas avec des éliciteurs. Après, bien entendu, d'autres personnes vont se trouver dans des situations idylliques. Et je peux vous confier un souvenir. Hein, dans les années 86-88, j'ai cultivé des tomates au Tchad en contre-saison, comme on dit, c'est-à-dire après la saison des pluies, durant la saison fraîche. Tenez-vous bien, des tomates qui n'étaient ni tuturées, ni taillées, ni traitées, ni fertilisées, ni arrosées, et qui produisaient sans aucun problème dans les conditions sèches de ce qui est l'hivernage. Hein. Les températures sont quand même de 25-27 degrés le jour et peut-être 8-10 les nuits les plus fraîches. Donc dans des conditions relativement idéales pour le pied de tomate. Il n'y avait aucun mildiou qui se développait parce que tout simplement, il n'y avait jamais une gouttelette d'eau, jamais une gouttelette de condensation. L'affaire était classée. Vous allez me dire, mais alors comment ça se passait pour l'arrosage? Tout simplement, ces pieds de tomates, on les cultivait dans les lits des rivières intermittentes où il y avait donc des accumulations de sable et ces sables contenaient ou abritaient des nappes d'eau. Donc au début de la saison des pluies, de la saison sèche, l'eau était affleurante, il suffisait d'écarter le sable et à 1 mètre, il y avait de l'eau qui se formait. Et au fur et à mesure de la saison sèche, par évaporation, par capillarité, le niveau de la nappe baissait, mais les racines des tomates et sans doute les mycorhizes suivaient et donc alimentaient le pied. C'était aussi simple que ça et rien de magique et pas d'apprentissage. C'était des sachets de tomates que j'avais ramenés de France, de nos bonnes vieilles marques, Tézier en l'occurrence, pour ne pas les nommer. Voilà. Alors, prenez ces informations et faites-en ce que vous voulez, mais réfléchissez. Allez, définitivement, ciao. Final cut, pardon. Terminé.